Ajouter vos questions et vos commentaires. Xavier, merci Bonjour, beaucoup. Bonjour Éloi, enchanté. Enchanté de même. C'est un plaisir de te recevoir parmi nous. Merci de l'invitation. J'aimerais qu'on commence cette entrevue par un petit exercice de portrait chinois, donc un portrait par analogie. Je vais te demander, Xavier, de nous expliquer quelle boisson tu serais si tu étais une boisson et pourquoi. Alors, merci beaucoup de l'invitation. Bonsoir tout le monde. Merci pour votre temps. Je sais qu'il est précieux, que nous passons tous beaucoup de temps en Zoom, en Skype, en réunion. Donc, merci d'être là ce soir. Et merci Éloi. Si j'étais une boisson, je serais bien évidemment du vin. Pourquoi? Parce que je viens d'une région viticole où le vin est produit, qui s'appelle la Touraine, dans le centre de la France, la vallée de la Loire, là où il y a les châteaux, et que le vin me convient bien, parce que j'aime en boire, et que j'aime les occasions pour lesquelles on peut boire du vin, que ce soit pour se détendre seul devant un Zoom avec un peu de vin blanc chez soi, quand on organise ça, n'est-ce pas Alexandrine? Ou alors que ce soit avec des amis ou que ce soit pour s'enivrer, qui est aussi un état d'ébriété, l'état d'ébriété, à savoir la tête qui tourne un petit peu, qui me convient bien. Du vin, donc, et du vin de Touraine, on imagine. Exactement. Deuxième question. Xavier, si tu étais une ville, quelle Je ville ce serais, serait et pourquoi? je serais la ville de Hong Kong, car j'ai déjà vécu à Hong Kong. J'ai eu la chance de voyager pendant 6 mois autour du monde, il y a maintenant 7 ans, pour choisir où vivre. Et j'ai longtemps hésité entre Rio de Janeiro, Hong Kong et Bangkok. J'avais déjà vécu à Hong Kong et on retrouve à Rio et à Hong Kong la combinaison d'une grande ville, du bord de mer et de la montagne et de la nature très présente, qui sont des éléments pour moi très importants. Donc j'aime beaucoup Hong Kong, d'autant plus aujourd'hui où la ville connaît une situation assez triste. Et donc cela me brise le cœur. Donc en soutien à Hong Kong, clairement, je choisirais cette ville. Super. Très bon choix, je pense. On entend beaucoup de bonnes choses à propos de Hong Kong. Dernière question, Xavier, et ensuite on te laissera peut-être te présenter un peu plus en détail. Si tu étais un super-héros, quel super-héros ce serait et pourquoi? Alors, c'est peut-être lié le fait que j'ai longtemps travaillé dans des entreprises de technologie, mais je suis un peu geek. Et donc, j'ai été très fan de l'univers Marvel. Donc, j'ai beaucoup lu de comics, de super-héros. Et du coup, s'il y en avait un, ce serait clairement le surfeur d'argent. Pourquoi? Parce qu'il voyage dans le cosmos, qu'il a une vision très ample des choses et qu'il se pose beaucoup de questions existentielles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui suis-je? Où suis-je? Pourquoi il y a la vie? Ce sont des questions qui me parlent beaucoup et qui expliquent entre autres en partie mon parcours, comme je vais vous l'expliquer dans pas longtemps. Eh bien, justement, c'est une transition parfaite. Euh, là, la scène t'appartient, Xavier. Je te Explique-nous un fais petit peu qui tu es, d'où tu viens, avec ce que tu plaisir. fais. Donc, je m'appelle Xavier Leclerc. Je suis Carioca da France. Ça veut dire que je vis à Rio maintenant depuis un peu plus de 6 ans, mais je suis français, né en Touraine. J'ai 42 ans. Je suis sans enfant, non marié. Je vais me marier en septembre prochain dans le sud de la France, après 15 ans de relation avec mon futur mari et associé Olivier Mourier. Et j'ai eu la chance de travailler dans des environnements très internationaux. J'ai commencé mes études, donc le lycée à Tours. Et une fois que j'ai eu mon baccalauréat, je suis allé à Paris où j'ai fait Sciences Po, donc l'Institut d'études politiques de Paris, où j'ai étudié la finance. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas un univers qui me convenait. Donc j'ai fait un peu une reconversion avec un master à l'Université de Dauphine en gestion des télécommunications et des nouveaux médias. Pourquoi? Parce que je pensais qu'Internet avait un impact. J'avais déjà fait des stages. J'ai été pendant longtemps un assez gros joueur de jeux vidéo. Donc, ça m'intéressait. Et par chance, j'ai commencé à travailler pour une chaîne de télévision qui s'appelait Fashion TV, que vous connaissez peut-être, qui est distribuée assez bien en Amérique latine. Et pendant 3 ans et demi, j'ai eu la chance de travailler
auprès du directeur général pour distribuer la chaîne de télé auprès des équivalents de Netflix, Claro, dans le monde entier. Donc, j'ai énormément voyagé. À la fin, je vivais à Hong Kong, puisque je m'occupais de toute l'Asie pour cette chaîne. Donc, tous les aspects, la production de contenu, les accords de distribution, bref, un peu tout. Et j'ai signé à l'époque un accord avec Google Video, qui était la tentative de Google avant de racheter YouTube. Et donc, quand je suis rentré de Hong Kong, puisque ma grand-mère était en train de décéder, j'ai envoyé un email et Google m'a recruté. Donc, c'était il y a maintenant 16 ans. À l'époque, c'était une entreprise déjà assez établie, mais encore petite. Et j'ai travaillé 2 ans pour eux. Je suis parti assez vite. J'ai adoré, mais j'ai compris que j'arrivais trop tard. Donc, j'ai lancé un site d'assurance en ligne que j'ai vendu à une banque française qui s'appelle le Crédit Mutuel. Et après cette vente, je suis devenu le premier vendeur de publicité de Facebook en France. Je suis resté 6 ans chez eux. J'ai fait à peu près tous les secteurs d'activité que vous pouvez imaginer. J'ai fini directeur commercial adjoint de Facebook. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait le voyage dont je vous parlais, puisque j'ai été le premier congé sabbatique. Donc, un congé sabbatique, c'est annual leave, c'est quand on part pour une période donnée. Donc, j'étais le premier employé de Facebook au monde, avec la signature de Mark Zuckerberg pour la petite histoire, parce que personne n'avait demandé. Et moi, ça m'est arrivé. Et donc, j'ai voyagé pendant 6 mois pour choisir de m'installer à Rio de Janeiro, où je suis arrivé le 29 décembre 2014, avec un sac à dos, une valise, pour eh bien, apprendre le portugais. Donc, j'ai fait le travail inverse que vous faisiez. Vous apprenez le français. Moi, j'ai appris le portugais, découvrir la langue, la culture, la musique, la ville. Et j'ai monté une première entreprise qui s'appelle Mox Digital avec 3 associés, Maria, Olivier et Xavier. Donc, Mox, tout simplement digital, qui organise des conférences sur comment est-ce que la technologie change le monde, la société, les entreprises et les carrières professionnelles. Et on organise une conférence annuelle qui s'appelle Ponto Futurori, qui est un peu comme .com, c'est comment la technologie crée le futur, comment est-ce qu'on doit penser le futur pour utiliser la technologie à cette fin. Et plus récemment, avec la pandémie, puisque l'organisation d'événements a été énormément chamboulée, changée par le Covid et toutes les restrictions que nous connaissons aujourd'hui, j'en ai profité pour monter une nouvelle entreprise qui s'appelle Templo Ventures, qui est ce qu'on appelle un venture studio, c'est-à-dire c'est une entreprise qui aide les porteurs de projets, les entrepreneurs, soit à créer leur propre entreprise, soit à accélérer leurs entreprises. Donc ça, c'est les 2 principaux piliers. Et le troisième, c'est qu'on aide les grandes entreprises à organiser, structurer les relations qu'elles peuvent avoir avec les startups. Donc voilà aujourd'hui ce que je fais, toujours complètement extrêmement heureux de la situation, de ma situation au Brésil, malgré tous les défis que cela comporte, dont on va parler un petit peu plus. Super. Merci beaucoup, Xavier, pour cette belle explication. Gente, vou só fazer mais um disclaimer em português para lembrar a todos que, se for preciso repetir alguma coisa ou se vocês não entenderem alguma coisa em francês, fiquem à vontade para só levantar a mão ou enviar uma mensagem no chat e aí a gente vai repetir, tá bom? On reprend. Une chose qui m'a frappé dans ton parcours, Xavier, c'est que tu es passé par de grandes entreprises au début de ta carrière. Donc, on a Fashion TV, puis Google, puis Facebook, qui n'étaient peut-être pas d'immenses entreprises, mais qui étaient déjà, comme tu l'as dit, des groupes établis. Et maintenant, on te voit plutôt dans la position d'entrepreneur et d'investisseur. Comment ce passage d'un monde à un autre s'est fait et qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? J'avais pas envie de la vie de mon patron dans ces grandes boîtes. Je ne voulais pas avoir la vie du vice-président de Facebook parce que c'était une vie qui ne m'intéressait pas, qui ne me convenait pas. Et j'ai eu la chance d'avoir pas mal de succès professionnels et financiers qui font que j'en ai profité pour fresh start. Donc vraiment pour repenser qu'est-ce que je voulais, quels étaient mes objectifs de vie et de réfléchir comment est-ce que
ma vie professionnelle pouvait être un moyen pour atteindre cet objectif de vie. Et du coup, à partir de ça, comme j'ai eu pas mal de chance professionnellement, c'est-à-dire quand je suis arrivé chez Fashion TV, j'ai eu un mentor, c'est-à-dire que mon directeur général m'a un peu pris sous son aile, m'a appris le métier. Ensuite, je suis arrivé dans des entreprises en très forte croissance qui ont connu beaucoup de succès avec des gens très compétents qui, pareil, m'ont beaucoup enseigné. Je me suis dit que c'était mon tour d'aider, d'accompagner, de partager un petit peu ce que j'avais pu faire. J'avais déjà entrepris puisque j'avais créé un site d'assurance en ligne que j'ai vendu. Donc, j'avais essuyé les plâtres, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire face à toutes les difficultés du manque d'argent, du manque de temps, des problèmes techniques, tout ça, pour partager un petit peu cela avec d'autres et le faire. Et je m'étais dit que c'était le bon moment. En plus de ça, je me suis rendu compte que euh, j'aimais énormément plutôt aider les personnes. C'est-à-dire que même déjà quand j'étais chez Facebook, j'ai participé de beaucoup de programmes de mentoring. Donc, il n'y a pas vraiment de mot en français pour celui-là, mais en gros d'accompagnement professionnel de certaines personnes, donc des plus jeunes qui sont arrivés dans la société. J'allais souvent à Dublin, donc côté Facebook, pour choisir des personnes qu'on estimait à fort potentiel pour les aider, pour les encadrer. Et donc, je l'ai fait assez naturellement en arrivant au Brésil. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la Chambre de commerce France-Brésil, où je coordonne la commission digitale. Je l'ai fait un petit peu en participant du board de la French Tech. Je suis mentor de l'initiative Rio Creativo qui cherche à aider les jeunes entrepreneurs de l'État de Rio. Je le fais aussi pour le Founders Institute, qui est un institut mondial d'aide aux entrepreneurs de sociétés de technologie. Bref, je fais pas mal de travail volontaire et associatif dans ce domaine-là. Super. Donc, c'est une façon de redonner un peu ce que tu as reçu, l'entrepreneuriat. Quelle qualité, selon toi, il faut pour réussir lorsqu'on fonde une startup ou lorsqu'on rejoint une startup et qu'on fait partie des premiers employés? Alors, tout le monde a des qualités propres, donc il faut souvent avoir des qualités complémentaires aux autres. Clairement, la superstar ne fonctionne pas. Il faut qu'elle soit épaulée, assistée, parce qu'une superstar, et j'en ai rencontré quelques-unes chez Facebook, elles ont besoin d'être très bien entourées pour donner le maximum d'eux-mêmes. Je l'ai rencontré avec donc le bras droit de Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, que j'ai accompagné à plusieurs occasions, qui est une personne d'une efficacité, d'une organisation absolument incroyable. J'en ai rarement rencontré. Et elle m'a souvent dit, je suis un fusil à un coup. Donc, on doit tout organiser autour d'elle pour qu'elle arrive exactement au bon moment pour pouvoir avoir le plus d'impact sur une relation commerciale, sur une entreprise. Et du coup, dans des organisations jeunes, que ce soit une start-up, que ce soit dans une jeune société ou même pour entreprendre, il y a beaucoup, quelles sont l'association de compétences idéales. Ce que je retrouve de façon assez unanime, et qui est assez vrai, c'est que j'ai rarement vu, à part en situation vraiment de fatigue extrême, la puissance de travail, la quantité de travail, le nombre d'heures de travail sont souvent très, très utiles et nuisent rarement. Donc, je dis souvent work, work, work. Travailler énormément, c'est rarement négatif, sauf quand on devient complètement fou et qu'on ne cerne plus les priorités. Mais là, par exemple, c'est le cas dans le cadre de la nouvelle entreprise que je crée. Nous sommes 5 associés et par rapport aux compétences de mes associés, je me suis positionné comme étant le gardien de celui qui fera en sorte de bien se concentrer sur tous les objectifs de priorisation, c'est-à-dire de ne pas trop non plus se perdre dans les détails, de garder un peu comme la loi de Pareto, c'est-à-dire les 20% qui vont donner les 80% de résultats. Donc, je ne rentre pas trop dedans parce que je n'ai pas le temps effectif pour le faire, parce que j'ai d'autres activités en parallèle. Donc, moi, je ne suis pas 100% du temps dans cette nouvelle entreprise. Et donc, je leur dis, je vais être le gardien de la priorisation. Quand on rentre trop dans les détails, quand je ne comprends plus rien, je dis stop, je vous laisse gérer et moi, je suis sûr d'être le gardien de ça. Donc, il y a une vraie définition des rôles
de la complémentarité entre eux que je trouve extrêmement importante. Autre chose, et là je vais le dire en portugais parce que je l'ai appris ici, menos achismo, mais dados. Je crois beaucoup dans l'utilisation des données pour extraire des corrélations importantes pour effectivement réussir ce travail de priorisation, se définir des objectifs. Quand je dis chiffres, c'est tout chiffre confondu. Donc, mettre des dates d'expiration sur certains projets, des choses assez basiques, mais qu'on a on a parfois tendance à oublier. Et ça, j'y crois vraiment pour surtout ces jeunes entreprises où on se perd vite dans les détails et on a tendance un peu à se noyer. Super. Donc finalement, les qualités les plus importantes, c'est celles qui complémentent celles de ses partenaires. Mais être un gros travailleur, ça fait pas de mal. J'ai rarement vu une quantité de travail nuire aux résultats de l'entreprise. Il n'y a pas de secret, il faut énormément travailler. Mais ça ne suffit pas. Mais en tout cas, c'est nécessaire. Ça ne suffit pas. Xavier, donc, tu es entrepreneur au Brésil, tu viens d'investir dans un nouveau projet. Et le Brésil, autant du point de vue sanitaire qu'économique, traverse une période difficile. Depuis en fait plusieurs années. C'est un euphémisme. Est-ce que, en tant qu'entrepreneur, ça te complique la vie? Et plus généralement, quel regard tu portes sur l'écosystème tech brésilien? Alors, donc moi, je suis arrivé, il faut contextualiser la réponse, il faut la remettre dans le temps. Je suis arrivé en décembre 2014, donc il y avait déjà les premiers signes, les premières brèches, on voyait que ça allait pas tenir. Donc quand nous sommes arrivés, nous savions que ça allait mal tourner. Nous savions que, effectivement, le contexte économique brésilien allait se dégrader. Et donc, en tant qu'investisseur, puisque c'est notre visa, où on a investi du temps, des compétences et de l'argent, c'est un temps d'opportunité. Donc, nous, c'était un choix et ça nous a servi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons réussi à constituer un réseau, une marque, un événement à moindre coût. Les gens étaient plus prêts à entendre des projets porteurs positifs et ça nous a coûté moins cher. Donc, nous, c'était plutôt un choix et c'était plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, la dégradation extrêmement forte que nous connaissons, nous ne l'avions pas anticipée. Oui, elle nous est négative puisqu'il y a bien évidemment un contexte socio-économique très compliqué. Il y a la dévaluation extrêmement forte de la monnaie qui est arrivée, donc c'est un contexte compliqué. Mais, et c'est le choix que nous avons fait, les secteurs dans lesquels nous nous sommes orientés, eux, ont plutôt connu une activité assez soutenue, c'est-à-dire malgré la crise économique et sociale aujourd'hui qu'on connaît au Brésil, malgré le Covid, tout ce qui est sur la transformation technologique et digitale, tout ce qui est lié aux startups, est en plein boom. Donc, les investissements de venture capital, c'est-à-dire de fonds d'investissement dans les startups, sont en très forte croissance. Les entreprises technologiques connaissent une forte croissance et les entreprises qui ont amorcé, avant le Covid, leur virage digital, connaissent une croissance très soutenue. Donc, nous n'avons pas à nous plaindre, au contraire, mais c'était un choix conscient. Donc, il y a, par rapport à, pour revenir à la question d'avant sur qu'est-ce qui fait le succès, il faut être assez conscient de son positionnement et de ce que l'on fait. Quand on regarde les startups, la principale cause de mortalité d'une startup, c'est l'inadéquation avec le marché. Et donc, il faut être très conscient de qu'est-ce que j'offre, où est-ce que je me positionne, quelles sont un peu les tendances. Et ce que j'ai souvent dit, pourquoi est-ce que j'ai bougé de finance vers, par exemple, la technologie, et ensuite, pourquoi est-ce que j'ai quitté Google pour aller chez Facebook, c'est que j'ai toujours cru qu'il valait mieux prendre une très grosse vague et aller plus loin en étant un surfeur plutôt bon que d'être le meilleur surfeur sur une petite vague. Donc ça, c'est un choix personnel de positionnement. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'effectivement, le contexte macroéconomique nous est favorable. Après, malheureusement, effectivement, ce sont des temps très durs. Ce sont des temps où il faut réfléchir
de façon un petit peu analytique et stratégique sur comment se positionner, qu'est-ce qui va faire la différence individuellement et collectivement, où est-ce que ça marche, où est-ce que ça ne marche pas. Et par rapport à son expérience, investir, entreprendre au Brésil est dur, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Le pays est structurellement organisé pour les riches, par les riches et pour les Brésiliens. Donc les étrangers ne sont pas les bienvenus. Clairement, il faut le voir sur les démarches administratives à faire, sur le coût de faire un visa. Ce n'est pas un pays accueillant pour la main-d'œuvre étrangère, clairement pas. Et on le voit aussi par rapport aux relations commerciales. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire d'un côté, les Brésiliens vont recevoir, vont écouter les étrangers, vont trouver ça génial, vont être intéressants, mais de l'autre côté, ils ne vont pas signer d'accord, de deal, ils ne vont pas signer de contrat parce qu'ils vont attendre de voir, est-ce que tu es là que pour 1 ou 2 ans? Il y a énormément de différences culturelles qui font qu'il est relativement difficile et que le succès en général, il y a toujours des contre-exemples, mais en général, le succès au Brésil se construit et se construit dans le temps. Donc effectivement, c'est d'ailleurs dans les classements internationaux l'un des pays les plus mal notés dans les classements où il est bon et facile d'entreprendre ou d'investir. Super. Donc, si on veut reprendre l'analogie avec le surf, tu veux surfer une très grosse vague, mais la marée est contre toi quand même. Pour le moment, la marée est contre moi et donc pour le moment, je suis encore en train de ramer pour arriver au point où je vais pouvoir prendre les vagues. Okay. Ton choix de super-héros au début de notre entretien prend énormément de sens. C'est ça. Xavier, je voulais qu'on prenne un peu de temps de parler de donc, cette société, la dernière en date, Templo Ventures, qui, si je le comprends bien, s'occupe de transformation digitale et d'innovation. Oui. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que fait Templo Ventures? OK. Alors, Templo Ventures est ce qu'on appelle un venture studio. Donc, c'est l'association de 2 mots qui sont malheureusement anglais, puisque Silicon Valley oblige. Beaucoup de la terminologie aujourd'hui dans l'univers de l'innovation, des startups, de la technologie est en anglais. Donc, c'est un venture builder et un startup studio. Qu'est-ce que ça veut dire? Un venture builder est une entreprise qui apporte des compétences, de l'argent et du savoir-faire pour créer des projets, donc des startups. Donc, nous créons de zéro ce que nous appelons des startups autoral, donc des entreprises, des startups, où nous identifions une niche de marché pour laquelle nous voulons créer une offre. Donc, on crée de startups de zéro, où on trouve l'équipe de fondateurs, on fait le positionnement, on fait l'étude financière de viabilité, le business plan, on crée tout et nous sommes un des actionnaires de référence de cette startup. Pour la lancer, nous en avons créé une première dans l'agronégocio, donc dans le domaine de l'agriculture et de la technologie, qui est un domaine qui est aujourd'hui extrêmement porteur dans le monde, mais surtout au Brésil. La deuxième activité, c'est ce qu'on appelle un startup studio. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est un studio de création, d'accélération des startups. Donc, ce sont des gens qui viennent nous voir, qui soit ont une idée, donc là, on parle de seulement l'idée, soit qui ont déjà un produit, donc ils ont déjà créé la startup et ils veulent aller plus vite. Donc, ils viennent nous voir pour avoir des conseils, pour les développer, donc le fameux business development, c'est-à-dire les aider sur leur positionnement, quelle est leur politique de prix, est-ce qu'ils doivent être grand public, est-ce qu'ils doivent être en vente professionnelle, B2B, comme on dit, business to business, comment est-ce qu'ils vont lever de l'argent. Donc là, on les aide à aller plus vite et pour cela, nous avons la chance, entre autres, d'avoir Alexandrine parmi notre groupe de mentors, donc des gens qui ont déjà entrepris, qui ont des profils, qui sont des dirigeants d'entreprise, des investisseurs, des empresarios, et qui vont aider ces projets en disant, voilà, attention, j'ai regardé ça, moi j'ai déjà connu ça, tu veux qu'on parle, qui font des sessions qui les aident à aller plus vite. Et enfin, tu disais que nous sommes dans la fameuse transformation digitale et dans l'innovation.
j'ai accompagné pendant à peu près 10 ans des grandes entreprises qui venaient nous voir chez Google, chez Facebook pour dire, bon alors, qu'est-ce qui se passe, le marketing, les réseaux sociaux, AdWords, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe? On voit que nous avons deux grandes tendances, qui est la première. Vous utilisez toujours plus Internet, les canaux digitaux, et donc votre consommation de médias, de biens, de vidéos, Netflix, font que c'est toujours plus digital. Donc, une entreprise traditionnelle, donc qui va être sur un profil, on va dire, plus industriel ou de service de personne à personne, doit aller sur des canaux digitaux pour répondre à cette demande et rencontrer ces marchés. L'exemple le plus probant, le plus fort, la pandémie, les restos ferment. Un resto qui ne fait pas de livraison aujourd'hui via Internet a de grandes difficultés de survivre. Et ça arrive aussi bien aux restaurants que demain aux banques qui ont des agences bancaires qui leur coûtent très cher quand tout le monde est sur son application mobile. Donc, elle doit faire une transition, une transformation digitale pour avoir une application digitale mieux, pour repenser aussi comment est-ce qu'elle s'organise par rapport à Nubank qui n'a pas d'agence, qui va du coup beaucoup plus vite versus Itao. Donc ça, c'est la transformation digitale. En parallèle de ça, on se dit, par rapport à tout ce que je fais jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je peux faire de différent et de nouveau? Et là, on n'est plus, non plus sur transformer en digital ce que je faisais, mais sur ouvrir de nouveaux domaines. Et donc là, c'est ce qu'on appelle de la diversification, c'est ce qu'on appelle créer de nouveaux modèles économiques, de nouvelles offres. Et là, l'un des grands exemples, c'est Amazon. Amazon a commencé par vendre des livres, et bien maintenant, il va vendre des assurances santé. Maintenant, il va vendre plein d'autres services, plein d'autres biens, parce qu'il a son cœur d'activité qui lui permet de faire d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'il utilise ses atouts digitaux, ses actifs digitaux, principalement ce qu'on appelle les données, pour réfléchir à d'autres choses. Super. On a donc défini à la fois l'activité de Templo Ventures et ce que c'est que la transformation digitale. Merci Xavier. Exactement. Avec plaisir. J'ai une dernière question pour toi et Bien ensuite sûr. on se tournera vers notre public et on passera en revue les questions que eux nous ont soumises sur le Dory. Donc Xavier, on est nombreux certainement dans cette réunion, moi y compris, à avoir le projet d'aller étudier ou travailler à l'étranger. Pour certains, ça peut être en France ou dans un pays francophone. Dans mon cas, c'est le Brésil. Toi, donc, qui as cette expérience de l'expatriation d'un continent à un autre, quel conseil tu peux nous donner pour mieux s'adapter? Quelle a été ton expérience du choc culturel? Quelles différences t'ont plus marqué? Alors, je ne me suis pas expatrié, j'ai immigré. Donc, je suis un immigré. Et je remercie tous les jours le Brésil de m'avoir accueilli. Pour commencer, je vous encourage fortement, effectivement, à soutenir ces projets. Je l'ai déjà fait puisque j'ai vécu aux États-Unis, j'ai étudié au Canada, à Montréal, à McGill, et ensuite je suis parti vivre à Shanghai et à Hong Kong avant de venir m'installer au Brésil. Je trouve, à titre personnel, je trouve ça très stimulant, même si c'est fatigant, de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle nourriture, une nouvelle musique, de nouvelles mœurs. Comment est-ce que les gens… Moi, je trouve ça très stimulant et ça empêche de ronronner, de s'endormir et d'arriver dans une routine. Donc, c'est quelque chose que je trouve très stimulant et je suis très heureux de voir que vous êtes un peu nombreux à vouloir le faire parce que c'est génial et qu'en plus, c'est une phase, c'est-à-dire que vous ne risquez rien dans le sens où si ça ne marche pas, vous pouvez toujours revenir. Donc, comme on dit dans les fameux proverbes, une marche de 1000 pas commence par un pas. Donc, il faut passer le cap. Et la première barrière, c'est la barrière de la peur. À partir du moment où on est sûr que rien ne peut nous arriver, moi, je sais que professionnellement, il ne peut rien m'arriver dans le sens où si demain je dois redevenir serveur en France, eh ben, je serai serveur en France et que je recommencerai. Il n'y a aucun souci. Oui, Alexandrine, je te vois faire un petit signe de la main. C'était pour dire quelque chose ou non? Non, Non. je me grattais. Ah, d'accord.
Donc, Non, je note. ah, très bien. Donc oui, je vous encourage fortement à le faire. Bien évidemment, chaque projet d'expatriation, d'immigration est différent il faut une certaine dose d'humilité parce qu'on arrive avec tout ce qu'on a en tête et que donc, un très bon conseil, c'est la curiosité. La curiosité pour apprendre une langue, moi je sais que à chaque fois, pour apprendre une langue, je l'apprends en utilisant quelque chose qui me plaît. J'ai appris l'anglais en lisant les comics et en écoutant de la musique parce que j'adore ça. J'ai beaucoup amélioré mon portugais parce que j'adore la musique brésilienne. Et donc, oui, il faut apprendre la grammaire. Oui, bien évidemment, il faut apprendre les bases. Mais d'utiliser quelque chose qui vous intéresse, ça facilite les choses. Quelque chose qui est assez compliqué, en règle générale, c'est de lire dans une langue étrangère. C'est très fatigant, on a du mal, les livres sont un peu lourds. Donc moi, je suis passionné d'histoire, donc j'ai commencé par lire des livres d'histoire en portugais, parce que comme le sujet m'intéressait, ça me poussait à aller au-delà de la barrière de la langue qui, oui, au début, quand on apprend une langue, c'est difficile de lire dans une langue étrangère, on avance difficilement d'une page par une autre, et il faut faire l'effort de noter les mots de vocabulaire qu'on ne connaît pas sur une petite feuille pour ensuite aller les chercher. Bref, chacun sa stratégie. Donc, il y a ce côté clairement de curiosité et d'utiliser ce qu'on aime déjà pour surmonter l'effort, parce que, oui, aller vivre dans un autre pays, faire les démarches administratives, comprendre comment ça marche, ce sont des efforts, c'est fatigant. Donc, il faut un peu balancer les deux comme ça. Spécifiquement sur le Brésil, donc étant français en arrivant au Brésil, on a la chance de connaître les lourdeurs administratives. Donc, on n'est pas trop surpris que ça par les difficultés administratives du Brésil, même si il y en a beaucoup, mais bon, ça s'apprend. Il y a bien évidemment toutes les différences culturelles sur la différence pour la notion de temps. Nous n'avons pas la même notion de temps. Le fameux tô indo, qui pour nous dit « Ah c'est bon, il va arriver ». Non, je suis dans le processus mental de me dire que je vais partir pour arriver, mais il peut y avoir un grand décalage de temps. Donc ça, c'est un peu surprenant. Par exemple aussi, dans le cadre des relations professionnelles au Brésil, la moindre distinction entre le monde personnel et le monde professionnel, alors qu'en France, il y a une vraie différence entre le monde personnel et le monde professionnel, et que des questions personnelles au travail peuvent même être considérées comme une forme d'impolitesse, en disant tu n'as pas à connaître ma vie privée. Donc, ce sont des petits décalages, mais qui sont spécifiques à chaque projet, à chaque pays, à chaque culture, qui sont loin d'être insurmontables et qui, au contraire, même donnent un peu de saveur. Au-delà de ça, je ne me prétends pas être un expert de la culture brésilienne et des différences interculturelles. Par contre, j'ai participé d'un séminaire il n'y a pas longtemps d'une association qui s'appelait Rio Pro qui faisait ça. Et ça, je trouve que c'est un bon conseil d'aller faire les interventions, palestra ou autres, sur les différences interculturelles entre son pays d'accueil et son pays d'origine. Ça permet souvent, alors on a un petit peu des traits un peu grossiers parfois, mais quand même, il y a pas mal de vérité et ça c'est assez utile pour éviter les gros impairs. Super. Voilà. J'aime beaucoup la JK que tu nous as donnée précédemment, d'apprendre à partir de quelque chose qu'on aime. Moi qui suis assez cinéphile, j'ai appris pendant 2 ans le portugais en écoutant Rapadura Cast, qui est un podcast qui parle de cinéma et que je recommande à tous ceux qui aiment les films brésiliens ou autres. Ah, mais ça facilite énormément l'effort. Moi, je le faisais aussi dans le cadre du travail. Dès que je dois faire quelque chose de désagréable, je me mets des musiques qui me plaisent pour me faire plaisir, malgré le fait… Bon, concrètement, vous l'avez deviné, vous vous en doutez, moi, c'est les tâches administratives et financières. Ce n'est pas mon fort. Donc, quand je suis obligé de le faire, je me mets de la musique que j'aime pour associer dans l'esprit plaisir et devoir. Super. Merci beaucoup, Xavier. Avec plaisir. Jens, maintenant, je vais ouvrir le Dory, dans lequel je vois que vous avez été nombreux à poster des questions. Donc, merci à tout le monde pour votre participation. Je vais commencer par le début, c'est-à-dire par des questions qui ont reçu le plus de votes.
mais je voudrais donner à ceux d'entre vous qui le souhaitent la possibilité de lire vos questions à voix haute, si vous voulez faire un peu d'oral. On commence donc par une question du Wolverine. Donc, quels sont les... Alors, c'est moi qui la lis ou c'est... j'attends, ou vu que c'est anonyme. Si personne ne se manifeste, tu peux la lire. Alors, quelles sont les principales différences entre l'entrepreneuriat au Brésil et en France? La principale différence est clairement liée au système étatique d'aide, et je parle au pluriel, parce que malheureusement en français, on a parfois de la difficulté entre entendre si c'est au singulier au pluriel, donc c'est au système au pluriel étatique d'aide à l'entrepreneuriat, qui sont très nombreux en France et en Europe, et qui sont beaucoup moins nombreux au Brésil. Donc ça fait une vraie différence. Maintenant, il y a aujourd'hui énormément de ressources en ligne qui permettent d'avoir accès à tout un tas d'aides à comment faire pour, donc qui est une question extrêmement utile à mettre dans à la fois YouTube et Google. Je ne fais pas de la pub pour le groupe Google, mais quand même, quand vous tapez comment faire pour quoi que ce soit, du bricolage, un business plan, bref, plein de choses, vous trouvez énormément de réponses utiles. Donc ça, sur la base d'informations, c'est très utile. Au Brésil, il y a le Sebrae, on a la Firgin, la Fies, bref, il y a pas mal d'institutions, mais en France, c'est un peu plus coordonné et surtout, il y a beaucoup plus d'aide financière, d'aide à l'entrepreneuriat. Je constate que l'entrepreneuriat commence à devenir à la mode au Brésil. Donc, il n'y a plus l'aspect un peu mechido, c'est-à-dire l'aspect un peu snob, un peu regard d'en haut des grandes entreprises vers les entrepreneurs, puisque il y a aujourd'hui des grands succès entrepreneuriaux. Je pense à une entreprise comme Nubank dans le domaine des startups. Je pense à une Luisa Trajano qui a réussi à reconstruire le groupe magazine Luisa en étant très forte digitalement. Et donc, les empresarios, les entrepreneurs ne sont plus aussi mal regardés par les grandes familles, par les grands dirigeants des grandes entreprises de Vale, Petrobras et autres. Donc, il commence à y avoir effectivement ce phénomène de mode avec des publications comme Pequeñas Empresas, Grandes Negocios, ou même ces revues. Donc, ça commence à se faire. Et il y a enfin un changement bancaire et financier du contexte pour créer une entreprise au Brésil, ce qui n'était pas le cas. On a des taux d'intérêt qui ont énormément baissé, on a des investisseurs qui cherchent aujourd'hui de nouvelles rentabilités, qui vont dans la bourse, qui vont dans ce qu'on appelle, donc, alors je suis désolé, je parle très franglais, le private equity, c'est-à-dire l'investissement dans des entreprises. On a les financements collaboratifs dans des startups, dans des entreprises. Donc, l'accès au capital n'est plus aussi difficile qu'il était au Brésil, mais il y a encore un niveau de maturité qui est plus faible au Brésil. Par exemple, nous n'avons pas ce que l'on appelle aujourd'hui les diasporas technologiques. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des anciens entrepreneurs ou des anciens employés de grandes entreprises technologiques qui ont gagné pas mal d'argent et qui deviennent donc des investidores angels, qui deviennent des gens, des investisseurs un peu à mon image, qui aident des jeunes entrepreneurs à créer des nouvelles entreprises. En termes de, si je peux ajouter une différence, en termes de, quand on ouvre une boîte en France, est-ce qu'on n'a pas plus de facilité à trouver de la main-d'œuvre qualifiée, des talents formés qui parlent des langues, etc., pour développer un business? C'est une question, hein, parce que je ne pratique pas l'entrepreneuriat en France, donc je ne sais pas comment c'est. Malheureusement, la main-d'œuvre qualifiée en France fait également défaut. Les besoins actuels de main-d'œuvre dans le domaine de la technologie, hein, je ne prétends pas tout connaître, font clairement défaut. Donc, la rareté de la main-d'œuvre est devenue une constante un peu partout. D'ailleurs, dans le cadre de la French Tech, la French Tech a créé ce qu'on appelle le French Tech Visa, c'est-à-dire que les gens qui ont des compétences rares, où qu'ils soient dans le monde, arrivent à obtenir un visa de travail en France en 24 heures. C'est absolument fou. Attends, comment ça s'appelle ça? Visa?
French Tech Visa. Donc, si tu as une entreprise technologique qui a besoin d'une personne, et je l'ai fait puisque on a recruté, donc j'ai investi dans quelques entreprises et je donne des conseils, ce qu'on appelle au board, au conseil, au groupe de conseil de pas mal d'entreprises. Donc, on a recruté un ingénieur russe qu'on a fait venir avec toute sa famille en 24 heures. Et littéralement, 24 heures plus tard, il était dans l'avion, il avait son visa de travail. Pour la France. Parce qu'il a une compétence pour la France. Donc aujourd'hui, la lutte pour la main-d'œuvre qualifiée dans le monde entier, en tout cas dans le domaine de la technologie, elle est réelle. Et ce n'est pas qu'au Brésil qu'on ne la trouve pas. Après, il y a une petite différence, c'est sur le niveau gerencial. Au Brésil, c'est assez compliqué de trouver des personnes bonnes à ce niveau-là. Il y a des gens très instruits, il y a des gens qu'on peut instruire, qu'on peut éduquer à faire pas mal de métiers, mais des gens qui ont déjà les quelques prérequis, c'est-à-dire que, comme tu disais, Alexandre, qui parle bien anglais, qui a déjà 1, 2, 3 expériences, qui est passé par des boîtes un peu bien et tout. Ceux-là sont des profils relativement rares au Brésil. On les trouve un peu plus abondamment en France. Et il me semble, d'ailleurs, nous allons organiser, dans le cadre de la French Tech, un French Tech Day de recrutement par les startups françaises au Brésil et par les startups brésiliennes créées par des Français à la fin du mois de juin, pour ceux qui cherchent un emploi dans ce domaine-là, puisque c'est une demande des membres de la French Tech. Juste pour info, la French Tech, c'est une association à but non lucratif qui vise à soutenir les entrepreneurs français dans le domaine de la technologie. Et donc, nous sommes le chapitre São Paulo pour tout le Brésil. Donc, c'est toutes les startups françaises qui opèrent au Brésil et toutes les startups brésiliennes créées par des Français ou qui ont des Français proches de la direction. Et là, ce French Tech Day, c'est une espèce de foire de talent où en fait, c'est pour recruter au Brésil ou en France? Pour recruter principalement au Brésil, mais aussi en France. En France, c'est plutôt Business France qui fait ça. Ah, d'accord. Donc, Éloi, c'est là où il faut que tu sois après ton mois à Tahiti. Alors moi, absolument, mais certainement pas que moi. On est peut-être nombreux dans cette réunion à être intéressés. Alors, si vous voulez travailler en France dans des startups, les startups françaises recrutent énormément, mais vraiment énormément, et elles cherchent du monde. Et comment on peut comment nos élèves peuvent-ils les trouver? Via French Tech. Via French Tech, il y a tout sur le site. Il suffit d'aller sur le site. Et véritablement, il y a toute une partie sur l'embauche. Les startups françaises ont besoin de main-d'œuvre qualifiée et ils ont du mal à recruter. Oui. Super. Génial. Je vais mettre j'ai vu que tu as mis le lien à la French Tech. Je vais mettre le lien de la communauté de São Paulo pour avoir les contacts. Exactement. Super. Alors, on a d'autres questions. Je vais les montrer. Donc, voilà. Bon, la deuxième, en fait, c'est moi, Cerise Chinchilla. Vous allez pouvoir tester mon português. Como você vê a questão da diversidade no Brasil, sempre nessa perspectiva França-Brasil. País aberto, país fechado, país inovador, tradicional. Na questão da inclusão das comunidades, das mulheres, das cores, das preferências sexuais, enfim. Como que é... Falam em português ou falam em francês? En français. C'est parce que j'ai posé en portugais pour montrer qu'on pouvait poser des questions en portugais, ce n'était pas interdit. D'accord. Donc, je ne suis pas spécialiste et je vais vous donner mon opinion personnelle. Je sais que ce sont des questions délicates, d'autant plus à entendre de la part d'un étranger vivant au Brésil, parce que parmi les différences culturelles, il est vrai que les Brésiliens aiment rarement avoir l'opinion d'un étranger sur des questions un petit peu sensibles. Donc, cela ne reflète que mon opinion personnelle. Le Brésil est un pays raciste, fortement raciste. L'intégration économique et sociale, principalement des Noirs au Brésil, m'attriste. Elle est effectivement très problématique et elle est très forte. Cela ne veut pas dire que la France n'est pas un pays raciste, bien au contraire. Mais c'est une intégration qui est extrêmement différente. Ceci étant dit, comme moi je dis souvent que le Brésil est un pays du maravilhoso et pessimo, c'est un pays donc avec des grandes différences et des grandes disparités.
Dans le domaine de la technologie, on voit une utilisation des ressources digitales très forte par aujourd'hui des entrepreneurs qui visent à s'organiser pour que ce soit la diversité sexuelle, la diversité des femmes, l'empoderamento, le soutien aux initiatives des femmes. Et donc, la situation me semble nettement meilleure qu'il y a 6 ans quand je suis arrivé. On voit effectivement des vraies dynamiques. On voit par exemple des entreprises qui font des efforts. On voit dans le cadre de la pandémie une vraie solidarité de soutien aux communautés et une prise de conscience collective qui commence à être un peu plus générale. Mais de l'autre côté, il y a un manque de sens civique absurde au Brésil, extrêmement fort, avec le Brésil reste, selon les classements, l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Donc, il y a une vraie disparité, il y a un pacte social qui est un peu compliqué et qui est très compliqué selon les disparités économiques, géographiques, sexuelles et autres. Ça reste malheureusement, étant moi-même homosexuel, ça reste le pays qui tue le plus d'homosexuels au monde, ce qui par définition ne peut que m'attrister. Donc, il y a effectivement un panorama d'amélioration, de grandes disparités et malheureusement encore, de par la taille même du pays, il n'y a pas qu'un Brésil sur ces questions, il y a plusieurs Brésils et la situation dans l'intérieur n'est pas la même que dans des grandes villes, au sud, au nord et autres. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, super. Non, c'est très intéressant d'avoir ta vision et avec cette distance et en même temps en étant immergé dans cette réalité. Il y a 4 autres questions qui ont été posées par 4 personnes différentes. Donc, Éloi, je te laisse animer. Merci. Encore une fois, si ceux qui ont posé les questions souhaitent les lire ou même ajouter un peu de détails par-dessus ces questions, n'hésitez pas, hein. Le but, c'est aussi que tout le monde puisse s'impliquer un peu dans cette section de notre entretien. Sinon, je vais commencer. Je propose de regrouper les questions 2 et 3. Bien parce sûr. que je pense que ma réponse peut lier les. Donc, la question 2, c'est… Alors, je lis la question telle qu'elle ou je la corrige en même temps? C'est peut-être plus intéressant si tu la corriges. Donc, si vous pensez, parce qu'on ne croit pas, on pense, si vous pensez que le Brésil est un pays pour les Brésiliens, pourquoi avez-vous choisi d'entreprendre ici? Donc ça, c'est la deuxième question. Et la troisième, c'est les Brésiliens. Alors, on dit, on ne parle pas, disent que la majorité des entreprises ne restent pas plus de temps, au marché. On va dire, ne survivent pas. Ne survivent pas, elles font faillite en peu de temps. Vous savez pourquoi? En France, arrive-t-il la même chose? Donc, je suis ici parce que j'ai identifié avec le cœur et l'esprit que le Brésil me convenait. J'ai identifié avec l'esprit, comme je vous l'ai dit, parce que il y a énormément d'opportunités d'entreprendre. Pourquoi? Parce que souvent, quand on entreprend, c'est qu'on identifie un problème auquel on peut apporter une solution, une partie de solution. Donc, il y a beaucoup de problèmes au Brésil et donc il y a beaucoup d'opportunités d'entreprendre à la fois conjoncturellement et structurellement. Conjoncturellement, ça veut dire en ce moment. Structurellement, ça veut dire que dans le cadre du développement global du pays, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, ça, c'est le côté rationnel, esprit. Et le côté de cœur, effectivement, je me reconnais dans le côté plus humain, plus chaleureux, plus, comme je le disais dans ce paradoxe, d'avoir cette entraide, cette vision humaine de la vie, des vicissitudes, c'est-à-dire des changements que l'on peut avoir dans la vie. Et donc, je m'y reconnais très fortement. Et donc, quand on entreprend, mes projets aujourd'hui d'entreprendre sont très liés au soutien à des personnes, au soutien à des projets, et donc d'aider des gens à mettre sur pied des entreprises et des projets. Donc, c'est là où la deuxième question se revient avec la troisième, puisque la majorité des entreprises fait faillite en France et au Brésil. C'est normal. À peu près la moitié des entreprises ne survivent pas
Alors, selon 2 ans, 5 ans, ça dépend des classements, ça dépend des études. Donc, il est très difficile d'entreprendre, que ce soit en France ou au Brésil. L'idée derrière, d'ailleurs, Templo Ventures, c'est que notre ambition est d'augmenter les chances de succès des entrepreneurs, des projets, des startups. Et donc, c'est pour ça qu'on les aide, qu'on leur trouve des mentors, qu'on trouve de l'argent pour faire en sorte qu'ils aient plus de chances de réussir, de survivre et donc, in fine, de créer des emplois, de stimuler, de répondre à des problèmes de marché, quels qu'ils soient, que ce soit des problèmes sociaux, que ce soit des problèmes économiques, peu importe. Et donc, je pense qu'effectivement, moi, je trouve que c'est extrêmement stimulant. Et en plus, les Brésiliens ont des qualités spécifiques pour entreprendre qui sont très intéressantes, que l'on ne trouve pas souvent en France. Donc, il y a la résilience. Donc, c'est la capacité effectivement à faire face à beaucoup de crises, à s'adapter, à changer. Ce sont des qualités extrêmement vives, fortes. Les Brésiliens s'adaptent très, très bien, arrivent tout à fait à tuer une idée, en prendre une autre, la changer, l'adapter, à être créatif, on dit souvent. Donc, c'est une forme de créativité. Et ça, c'est souvent un facteur clé de succès pour entreprendre et pour créer des entreprises. Ce qu'on voit plus en France, qui est aussi un facteur clé de succès, c'est la planification, la capacité à se projeter, à prévoir, à anticiper. Et donc, du coup, plutôt que d'avoir à éteindre des incendies tout le temps, d'avoir anticipé un petit peu et de se dire. Donc, si on arrive à marier les deux et qu'on prend le meilleur des deux mondes, normalement, c'est une bonne recette pour le succès. Posso fazer uma pergunta no Por mesmo favor. tema? Por favor, vou falar em Daniel. português que meu francês não... Com muito prazer. A taxa de câmbio, o fato do euro valer 5 ou 6 vezes mais do que o real, é um fator estimulante também para quem vem da Europa para empreender no Brasil, né? Donc, je vais traduire la question. Est-ce que le taux de change actuel du réal pour l'euro, qui est de 1 euro égale 6 réals, est un facteur d'attrait pour les étrangers? Totalement. C'est clairement un facteur, mais pas seulement. C'est un facteur de stimuli pour les Brésiliens. Aujourd'hui, le Brésil a un excédent de ses exportations extrêmement fort, puisque le Brésil utilise cette monnaie faible, qui selon moi est trop faible par rapport à l'économie brésilienne, c'est fait exprès, pour vendre des denrées alimentaires, pour vendre des matières premières, et donc on peut imaginer demain pour vendre des services. Je discutais avec le CEO du groupe Stefanini, qui est un groupe de conseil informatique très gros, qui a 26 000 employés. Il vend des missions de conseil de Brésiliens pour l'extérieur à des prix très discountés, donc très déflatés, on va dire. Réduit. Réduit, voilà, pardon, merci. Très réduit. Et donc, ça permet de stimuler les exportations du Brésil et ça permet d'attirer plus d'investisseurs, normalement étrangers. Malheureusement, pour que cet effet marche pleinement pour attirer des étrangers, le Brésil a une image internationale aujourd'hui extrêmement mauvaise. Et donc, malgré la monnaie très faible, on n'a pas les touristes étrangers qui sont là, on n'a pas les investissements directs étrangers, donc les investissements d'argent qui arrivent dedans, sauf dans la technologie où les fonds d'investissement américains, japonais et quelques Européens, mais très peu encore, sont arrivés il y a maintenant 3 ans et investissent massivement au Brésil. Est-ce que j'ai répondu à sua pergunta, Daniel? Oui, oui, merci. Avec plaisir. Merci de la question. Ce qui veut dire aussi des opportunités pour que les Brésiliens, à titre individuel, développeurs, designers, conteudistes, etc., exportent leur main-d'œuvre et en plus, oui. Donc, c'est pour ça un monde pratiquement sans frontières. Dans certains domaines, complètement. Moi, j'ai quelques amis qui travaillent depuis le Brésil, mais qui sont payés en dollars et en euros. La vie est belle. Non, mais oui, la vie est belle.
Et du coup, ils le font. Et dans tout, designers, développeurs, sur plein d'activités. Alors oui, ce sont des activités purement digitales, clairement. Mais sur l'édition vidéo, bref, sur plein de choses. Comment vous alors, ce n'est pas comment vous voir, c'est comment voyez-vous l'innovation en France et au Brésil. Alors, je ne suis pas spécialiste du domaine. L'innovation, c'est prendre une procédure, un process existant et le repenser pour l'améliorer en y apportant des modifications. Les méthodologies pour innover en France et au Brésil sont relativement différentes, déjà, que ce soit d'un point de vue petite entreprise, entrepreneur ou très grande entreprise. Ce sont deux choses très, très différentes. Le Brésil a pour lui la capacité créative, la capacité à ne pas se conformer, là où la France va avoir pour elle l'utilisation de principes et de méthodologies peut-être plus établies pour réussir à arriver à une optimisation plus qu'à une innovation. Donc, on a aujourd'hui, par exemple, dans le domaine je parle des domaines que je connais, dans le domaine des fintech, donc des entreprises financières utilisant la technologie, le Brésil est souvent montré comme un exemple, puisque le secteur est très dynamique, mais c'est parce que les grandes banques brésiliennes, alors pour utiliser une expression un peu vulgaire, se sont gavées, c'est-à-dire qu'elles ont déformé les conditions de marché pour s'enrichir injustement sur le dos de la société brésilienne, puisque le secteur bancaire brésilien était le secteur bancaire le plus rentable au monde, puisqu'ils imposaient à la société industrielle et civile des taux d'intérêt absolument absurdes, artificiellement, et qu'ils ont, grâce à la loi trabalhista, grâce au droit du travail, fait en sorte que les acteurs étrangers ne puissent pas s'établir. Maintenant, la technologie fait qu'ils ne peuvent plus tenir ces positions, donc ils se font manger sur les paiements, avec tous les terminaux de paiement qu'on va voir, sur les taux d'intérêt, avec des nouvelles activités qui permettent de prêter à des taux beaucoup plus bas, les banques d'investissement, bref, ils se font grignoter de partout et ils vont avoir une dizaine d'années extrêmement difficiles, même s'ils sont très, 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 très riches pour voir venir. Les perspectives de rentabilité des grandes banques brésiliennes sont à la dégradation. Une autre question? On a en réalité 2 questions qui ont reçu des votes, qui sont en haut de notre page. Alors, donc, quelles sont les principales différences entre l'entrepreneuriat? Ça, on en a parlé. Como você vê a questão da diversidade? Já on l'a fait. O que são os pontos para você? Por que escolheu esta business school et não uma americana ou canadense? Alors, donc, en France, nous avons un système un peu particulier que l'on appelons les grandes écoles. Donc, ce sont des institutions éducatives qui sont reconnues comme étant d'excellence dans différents domaines. Donc, l'ingénierie, on a Polytechnique, on a Ponts et Chaussées, Supélec, qui sont dans des domaines d'ingénierie. Il y a ensuite les écoles de commerce. Donc, on a HEC, ESCP, ESSEC, tout un tas d'écoles de commerce. Et la partie élite est reconnue comme étant ce qu'on appelle des grandes écoles. Et il y a des institutions parallèles. Donc, on a dans le domaine de la philosophie, des sciences sociales, on va avoir tout ce qui est considéré, donc tout ce qu'on appelle la rue d'Ulm. On les appelle même par leur rue, c'est fou. Normal. Oui, normale supérieure, voilà. Normal supérieure. On va avoir donc Sciences Po qui est l'Institut d'études politiques, donc qui est une formation généraliste où on apprend différentes sciences sociales, donc l'histoire, le droit constitutionnel, l'économie. Donc, c'est tout ça. Et ce que ça m'a appris à avoir un esprit critique, c'est-à-dire un esprit d'analyse où on prend une situation, on la décortique et on fait, ce que je fais beaucoup aujourd'hui dans mes conférences, on fait une problématisation d'une question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on peut prendre
n'importe quel thème, mais vraiment n'importe quel thème, donc sans rentrer dans des considérations très fortes, mais ça vient de la philosophie principalement d'Hegel, qui considère qu'on peut rentrer par n'importe quel angle dans la philosophie, donc la science sociale, qu'on peut faire le même chemin. Donc on peut prendre n'importe quel sujet et le problématiser, c'est-à-dire quels sont les enjeux derrière. La diversité au Brésil, quels sont les enjeux liés à cette diversité? Pourquoi est-ce que c'est en train de changer? Pourquoi est-ce que c'est là? Et donc, on applique une structure d'analyse pour trouver des questions, des problèmes, et y répondre progressivement. Ça permet de structurer la pensée et de structurer la parole, car, comme dit Platon, ce qui se pense clairement s'énonce clairement. Donc, voilà ce que ça m'a apporté. Pourquoi est-ce que je ne suis pas allé aux États-Unis et au Canada? Car j'y ai vécu et je n'aime pas la philosophie de vie de la société anglo-saxonne. C'est un choix personnel, mais je considère que beaucoup des sociétés anglo-saxonnes ont mal compris, et c'est pour ça que j'aime les sociétés latines, dont le Brésil fait partie en d'une certaine façon, entre l'ambition et l'insatisfaction. Et ce sont souvent des personnes et des sociétés perpétuellement insatisfaits. Je suis extrêmement satisfait de ma condition humaine, de ma vie au Brésil, et j'essaie de me contenter. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai appris la gratitude, gratidão au Brésil, et ce ne sont pas des valeurs humaines très fortes. On ne les retrouve pas très fortement au Canada ou aux États-Unis, donc dans les univers anglo-saxons. Donc, ça fait des univers très compétitifs, ça produit de l'efficacité, mais ça, je ne trouve pas que ça produise beaucoup de bonheur humain. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il me semble qu'il y en a une au moins à laquelle on n'a pas répondu. Comment les Français voient-ils les Brésiliens dans le domaine de la technologie et du marketing? Alors, une question intéressante. J'aurais du mal à répondre dans le sens où, là encore, j'ai surtout la vision d'un Français vivant au Brésil plutôt que d'un Français vivant en France. Les entreprises françaises sont le premier employeur étranger au Brésil. Donc, la France aime le Brésil, croit dans le Brésil, investit dans le Brésil depuis très longtemps. Dans le domaine spécifique de la technologie, il y a des entreprises technologiques françaises bien implantées. Ici, ça dépend de ce qu'on appelle entreprise technologique. Si on prend dans la technologie en sens large, on a Alstom qui a construit le VLT à Rio. On va avoir des sociétés énergétiques très innovantes comme Voltalia, EDF. On va avoir pas mal de startups françaises aussi qui sont implantées ici. On a Webedia qui est propriétaire de Adoro Cinema, Portal dos Fundos. On va avoir Atos qui a investi ici. Donc, ils y croient. Le Brésil n'est pas considéré à tort comme un pays important dans la carte mondiale de l'innovation. On regarde surtout Israël, la Chine, les États-Unis, quelques pays type Estonie, un peu la France, l'Irlande, mais l'Irlande par défaut pour les sièges étrangers surtout. Mais il y a une main-d'œuvre très, très qualifiée et il y a quelques startups avec quelques succès. Donc aujourd'hui, elle ne regarde pas trop le Brésil. Pourquoi? Parce que le Brésil ne s'exporte pas. Le Brésil ne fait pas sa promotion. Le Brésil regarde beaucoup le Brésil. On a encore peu de startups, d'entreprises technologiques brésiliennes qui sont allées à l'étranger. Ça commence tout juste. Et donc, du coup, on en entend peu. Ça a changé en 2019 quand le Brésil est devenu le 3e pays producteur de licorne. Qu'est-ce qu'une licorne? C'est une entreprise technologique jeune, une start-up, donc qui a moins de 15 ans, qui vaut plus d'1 milliard de dollars. Et aujourd'hui, avec Nubank, qui est l'un des premiers décacornes, donc une entreprise qui vaut plus de 10 milliards de dollars, ça commence à changer. C'est pour ça que parmi mes nombreuses casquettes, j'en ai une où je suis chroniqueur Brésil pour un magazine technologique qui s'appelle French Web. Je fais une chronique tous les 2 mois. Et donc, j'ai beaucoup de retours de gens « Ah, mais je ne savais pas. Ah, je n'étais pas au courant. » Et donc, il y a plein de marchés intéressants, mais aujourd'hui, il n'y a aucun fonds d'investissement français qui investit au Brésil dans la technologie. C'est une erreur. D'ailleurs, j'espère qu'avec Templo Ventures, nous allons créer un fonds d'investissement fin 2022
pour attirer des investisseurs brésiliens, des investisseurs français au Brésil. Mais de la même façon, aujourd'hui, les entreprises technologiques brésiliennes ne regardent pas la France. Or, quand on veut aller en Europe, la France est un pays qui a une taille intéressante, 66 millions de personnes. C'est un pays où les coûts d'acquisition sont relativement faibles quand on compare à l'Allemagne. Et voilà, c'est ça. Donc, j'en ai fait quelques-unes. C'est un pays où le coût d'acquisition est plus faible. C'est un bon pays pour commencer à comprendre. Et en plus, c'est un pays où ils auraient besoin de vous, c'est-à-dire de gens qui parlent français. Donc, le Brésil et la France, aujourd'hui, ne se regardent pas encore beaucoup. Dis donc, t'en as écrit pas mal, hein? Alors, c'est des podcasts. Ah oui, pardon, en podcast. Donc, je ne les écris pas. Mais ouais, j'en ai fait pas mal, ça fait un petit moment. C'est super, mais en fait, ça c'est très très bien pour nos élèves pour qu'ils puissent pratiquer. Ah ben, avec plaisir, c'est gratuit, c'est disponible. Et j'en fais un tous les 2 mois. C'est un petit panorama des investissements, des startups qui marchent bien, avec parfois un focus sur un point d'attention sur de nouveaux pays. Donc, j'ai déjà fait l'Argentine, j'ai fait le Mexique, je dois encore faire la Colombie. Voilà. C'est très bien, super. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions ou pas? Sinon, j'ai une dernière question. Vamos là. Non, mais c'est une question, c'est plus pour rigoler. Éloi, tu veux faire une petite conclusion et je pose ma petite question de fin? Ah, je m'attends. Non. Non? Ok. Alors, Xavier, quel mot en portugais ne se traduit pas en français? Saudade. Les gens ont énormément de mal à comprendre ce mot. Cette espèce de doux amer qui donne la saveur, le côté un petit peu mélancolique, triste, qui donne toute la saveur au moment heureux. C'est relativement compliqué à comprendre, d'autant plus que les Français, quand on aime, on dit que c'est pas mal. Donc ça, c'est un concept en différence culturelle. C'est très compliqué pour un Brésilien de comprendre que quand on dit que c'est pas mal, c'est bien. Mais ça montre à quel point nous sommes conditionnés, même dans notre éducation. Nous, on pointe d'abord les erreurs, alors qu'ici, on va d'abord pointer les points forts pour ensuite voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. En France, on va dire, non, mais tu dois être parfait, ce qui est impossible, et je te montre ce qui est mauvais. Donc, il y a un vrai, en termes de programmation neurolinguistique, des différences extrêmement fortes, et l'un des mots qui ne se traduit pas, qui a beaucoup de mal à être compris et à se traduire, c'est saudade, même si mon mot préféré en portugais reste cotonete. Cotonete. C'est intéressant ça. Alors, quel mot en français ne se traduit pas en portugais? J'y ai jamais pensé. Le pas mal, c'est déjà pas mal. Le pas mal est relativement dur parce qu'au-delà de la traduction, c'est la compréhension derrière la traduction. C'est-à-dire qu'il est relativement difficile pour un Brésilien de comprendre toutes les implications que signifie un pas mal. Et du coup, la graduation qu'on peut avoir du bien, génial, extraordinaire, pas mal, mauvais, atroce. Alors, je voudrais vous faire part d'un mot, parce que la saudade, elle n'est pas traduisible en portugais, mais dans au moins 2 autres langues, je crois en allemand, qui reflète un peu ce que tu dis. Mais il y a un autre mot qui, celui-là, n'a aucune traduction dans aucune, dans aucune autre langue. Et c'est le premier mot que j'ai appris en portugais, c'est cafuné. Que j'aime beaucoup. Cafuné, c'est pas mal. Cotonete, cafuné, on est quand même dans le même son. Voilà. Le cafuné, sincèrement, on ne le traduit dans aucune autre langue. Ceci dit, le café, quand on dit en portugais, le café, viens prendre un café dans n'importe quel endroit, il y a du petit cafézinho. Ça non plus, finalement, c'est pas traduisible. Dans un magasin de vêtements, en France, on ne te propose pas un café. Chez le comptable, on ne propose pas un café. Voilà. Non. Mais ça, c'est le côté. Mais ça, le cafézinho, il y a ce côté latin, il y a ce côté caloroso qu'on retrouve. Et donc, même s'il n'est pas traduisible, on arrive à en comprendre la signification. Oui. Alors, il y a un mot en français qui ne se traduit pas dans les autres langues. C'est dépaysement.
Ouais, sortir d'accord. de son pays. Ouais. Bon, ça c'est pour la petite histoire, c'est pour rigoler un Ok, je ne peu. savais pas. Et puis après, il y a un mot qui prête à confusion. Donc aujourd'hui, j'ai rappelé à un interlocuteur brésilien que nous avions un rendez-vous et il n'est pas apparu. Et je me suis dit, tiens, peut-être que je n'ai pas utilisé le bon mot. Rendez-vous en portugais a une Ah, je ne connotation savais pas. sexuelle. Ouais. Ah oui. Alors, Mais d'accord. ça, on le comprend. C'est une traduction du rendez-vous un peu galant français qui a dû être déformé et qui est devenu ça, non? Ah, alors, peut-être, mais nous, quand on dit on a rendez-vous, Oui, c'est quand même très professionnel et très sérieux. Hein. oui. Mais je vois bien, Ouais. parce que vu l'étymologie de rendez-vous, s'il existe en portugais, je vois bien une dérive de notre rendez-vous pour le rendez-vous galant Ouais. pour Pour expliquer le, la pour connotation le, sexuelle. pour, Parce que bon, pour le prostíbulo. bon, bah, les Donc, qualités françaises. voilà, notre Lingo Talk se termine, 20h18. Xavier, merci énormément Avec grand plaisir. pour ce partage sincère, ouvert, généreux, très intéressant, très Bah, personnel. j'espère. Oui, toujours. J'ai appris plein de choses. Moi, je ne savais pas que tu avais fait un Tant tour du mieux. monde, que tu avais vécu dans tous ces pays, que tu avais vendu ta boîte au Crédit Mutuel. Voilà. Donc, en plus, j'ai Et appris encore, j'ai énormément pas tout sur toi. dit. Alors, non, mais là, vais devoir me déplacer à Rio ou toi à São Paulo pour qu'on en sache plus. Je suis là dans 2 semaines. Mais prenons rendez-vous. Et donc, merci pour Avec plaisir. d'avoir accepté de partager cette vision, ton expérience, ta vie. Nous espérons que cet entretien a été très inspirant pour vous, qu'il vous a donné envie aussi de rompre les barrières de vos croyances, de vos habitudes, de vos routines, de vos concepts, des langues que vous parlez déjà, et d'ouvrir pour vous lancer Et moi, je tiens sans à peur. vous féliciter pour ce que vous faites, parce que ça permet de mieux comprendre les autres, ça permet de mieux comprendre le monde, ça permet de dépolariser, ça ne peut qu'être bénéfique. Donc, bravo à vous et merci de le faire. Donc, bravo à nos élèves et à tous ces grands professeurs, hein, comme on les a à Sciences Po. C'est-à-dire qu'à Sciences Po, on a des profs au sens strict et puis on a des experts dans leur domaine qui viennent parler de sujets qui sont hors sujet du curriculum, mais qui en fait ont tout à voir. Voilà, qui vous font regarder la vie, votre vie, vos projets d'une autre manière. C'est ça, c'est vous faire changer de perspective. Donc on espère qu'avec ces rencontres, vous changez de perspective et vous repensez un peu vos projets. Merci donc beaucoup. Merci Éloi. Ce jeune homme est absolument incroyable, Xavier. Je compte sur toi. Il cherche un job. C'est un ingénieur formé en administration d'empresas, en gestion, ou un gestionnaire formé en ingénierie. Il est rapide, brillant, intelligent, et en plus, tu as vu, il a un vrai talent d'animation de rendez-vous. Donc, il veut venir ici. Voilà, il va avoir besoin de notre aide à tous, de la même manière qu'on aide nos élèves. On aide aussi les jeunes talents à venir. Merci Daniel pour ta présence. N'hésite pas à rentrer en contact avec moi. Donc voilà. Plaisir. Avec plaisir. N'en Merci faites pour plus avec l'interview. Sophie, je rougis déjà. Merci à Contact tout est le fait. monde. Xavier, encore une fois, félicitations pour ton mariage prochain. Merci. Et c'est tout pour ce soir. Et merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne C'est soirée à tout le monde. gravé et j'arrête. J'arrête Ciao. là.